Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. On va revenir maintenant à notre cher Ligue 1 avec un événement hier, le premier match de Sergio Ramos avec le Paris Saint-Germain. Nous sommes fin novembre et l'ancien madrilène a été bon à Saint-Etienne. Victoire 3-1 des Parisiens. Est-ce que vous avez été surpris d'abord de le voir sur la feuille de match, de le voir ensuite titularisé et ensuite de ne pas se blesser? On va débattre évidemment de tout ça, mais un petit mot liminaire là-dessus, c'est quand même c'est absolument pas une analyse fine que je vais dire, mais c'est quand même beau ce que fait le Paris Saint-Germain cette année en termes de recrutement. C'est quand même, on est quand même ultra chanceux, quoi. Sur le plan sportif ou sur le plan marketing? On verra sur le plan sportif, mais déjà sur le plan. On va commencer par ça quand même. En termes de puissance du Paris Saint-Germain, franchement, je trouve que dans les critiques, et on va en avoir des critiques, et c'est normal qu'on en ait, mais quand même sur le terrain, tu as Sergio Ramos, tu as Lionel Messi. Enfin, il faut quand même le réaliser. Ça joue bien. Non mais voilà, on va en venir aux critiques. C'est quand même la question. On va en venir aux critiques. Non mais c'est pas les critiques, c'est peut-être le. Non, critique au sens c'est peut-être ça le début. Critique au sens positif ou négatif. On va voir quel est l'impact sur le jeu. Je dis juste qu'avoir Sergio Ramos sur le terrain, Donnarumma dans les buts, Messi devant, aux côtés de Neymar et Mbappé. Quand même, le Paris Saint-Germain a une équipe qui est incroyable, impressionnante, qui fait rayonner la Ligue 1. Voilà. Quand tu penses que ce match, limite de se moquer de toi. Non, mais il peut. Mais encore une fois, je ne dis pas que c'est super, qu'ils jouent super bien ensemble. Je dis juste là, à titre d'affichage, de marketing et de puissance du Paris Saint-Germain aujourd'hui dans le monde du foot. Sur le terrain, tu as, je sais pas moi, 5 des 10 meilleurs joueurs du monde de ces dernières années, quoi. Donc c'est quand même impressionnant. Pas forcément du présent. Venons-en au débat. Voilà. C'était mon propos liminaire, tu auras noté. Non, c'est bien. Donc Sergio, on est le combien? On est le 29 novembre. Le 29 novembre. Donc Sergio Ramos a joué un match. Lionel Messi a mis un but. Donc bon, ça va. 3 passes décisives, Messi. Oui, 3 passes décisives. Contre le 20e de Ligue 1, c'est vrai que ça vaut sans doute un ballon d'or. Moi, j'ai pas de. Non, mais je trouvais. Non, sur Ramos, il y avait un côté, je trouve, comment dire, émouvant parce qu'on sentait qu'il avait envie de jouer. Il était en dette de ballon. Il y avait une espèce de. Tu sentais qu'il avait faim. Tu sentais qu'il était un peu comme un gosse. Il n'avait pas joué depuis 5 mois. Il n'avait pas joué depuis 5 mois. Il y a mis. Et je trouve sur les coups de pied arrêtés, il change beaucoup de choses. Exactement. Ouais, alors c'est défensif, offensif, et voilà, il change beaucoup de choses. Parce que tu sens que c'est quand même une menace. Tu sens que, alors parce qu'il faut prendre aussi Marquinhos, il faut prendre aussi. Donc c'est quand même un. Tu t'ajoutes un petit quelque chose. Il a une espèce d'autorité naturelle qui remonte le bloc de 30 mètres. C'est ça. Non, mais du coup, ça fait écho au match qu'on a vu, à la catastrophe qu'on a vu la semaine dernière contre City. J'ai hâte, je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai hâte, s'il est sur le terrain, de voir Ramos dans ce type de match. Parce que quand tu vois le match contre City, Marquinhos est un joueur extraordinaire, un capitaine, un bon capitaine. Est-ce qu'il a suffisamment les épaules pour être le capitaine des 3 joueurs de devant et d'être capable de leur hurler dessus pour qu'ils fassent de travail de revenir? Si c'est ce que leur demande le coach, ce qui n'est pas du tout sûr d'ailleurs. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir Ramos dans ces matchs importants, dans ces matchs à pression, de voir si lui, il va pas rameuter tout le monde. Alors dire, excuse-moi Alexis, une toute petite parenthèse, Grégory, sur l'influence juste de Marquinhos sur les autres stars de l'équipe, et je te cède la parole ensuite Alexis. Ouais. C'est évident ça. C'est pas il a eu une intelligence quand même dans le vestiaire, c'est de pas jouer la carte de la coterie brésilienne ou sud-américaine. C'est-à-dire qu'il a essayé d'être assez équilibré avec les autres. C'est notamment quelqu'un qui pouvait parler à Rabiot, qui avait le contact avec Rabiot quand Rabiot était là. C'est-à-dire qu'il s'est abstenu d'être dans le, comment on pourrait dire, cette espèce parfois de communautarisme sud-américain où ils se tiennent un peu les uns les autres, où il est pas rentré là-dedans. Mais après, on n'entend pas, il est un petit peu lisse, il est un petit peu indolore, il est moins, il n'est pas considéré. Silva était très mal vu par certains joueurs du vestiaire comme le valet de la direction, c'est-à-dire qu'il envoyait des petits SMS à Nasser, des trucs un petit peu comme ça. Lui, il est un peu plus neutre mais enfin, on va pas aller chercher c'est pas un. C'est pas un chef de bande quand même. Mais il y a 1000 manières d'être capitaine. Ça dépend ce que tu cherches. Ça dépend. Moi, Et d'ailleurs, Ramos, il a pas besoin d'être capitaine pour faire ça. Justement, juste sa présence va pouvoir. Alexis, ce qui m'intéresse chez Ramos, c'est en fait, moi, je suis très sensible au sens du jeu. C'est-à-dire que ce qui rend fou dans un match de foot, c'est quand tu vois que le mec fait pas la passe alors que le mec est libre à droite. Et devant ta tête, tu te dis mais fais de la passe. Et Ramos, dans son jeu, il a le sens du jeu. C'est-à-dire que contre Saint-Etienne, par exemple, ce qu'on voit jamais avec Kimpembe, que j'aime beaucoup par ailleurs, même pas sur le deuxième but, il est devant. C'est-à-dire que
Di Maria, il marque, il peut faire la passe. Oui. C'est-à-dire que Ramos, selon le match, comment il se passe, selon le jeu, il va avoir un bon positionnement, il va varier. Au-delà de rameuter, on voit toujours son côté, il va rameuter, il va gueuler. Non, c'est un il joueur va de foot, savoir où se placer, il va savoir, ok, là on domine, ils sont à 10, je vais jouer plus haut. Et ça, il Sur sait le but faire. de Di Maria, il demande la balle. Il demande la balle. Il est au point de pénalty quand même. Non, mais vous avez raison. Donc, Il a ce sens du jeu-là, c'est rare, c'est beau. Et il a un aplomb différent. C'est-à-dire que si le bloc remonte de 20 mètres avec lui, c'est que c'est quand même parce que, alors, sans doute que si tu prends dans le dos, tu verras peut-être l'escroquerie ou tu verras, mais en attendant, tu le prends pas dans le dos. Enfin, en attendant, il fait remonter c'est-à-dire que c'est illusoire ou pas. Est-ce qu'il veut pas dire qu'il ne fera pas d'erreur, hein? Voilà, oui. Tout le monde fait des erreurs. Oui, mais il a le sens du jeu. Et puis, il impulse une espèce d'assurance. Voilà. On a vu 2-3 changements de 3 transversales hyper intéressantes aussi. Après, on sait que techniquement, ça, il y a pas. Contre Saint-Etienne, Est-ce que ça peut avoir aussi une incidence sur le système tactique? On a beaucoup parlé en début de saison du passage en 3-5-2 avec Hakimi en piston. Bon, est-ce que la titularisation maintenant de Sergio Ramos peut permettre cette évolution tactique? Je crois qu'ils n'avaient pas une grande confiance en Kimpembe. C'est-à-dire que je ne sais plus qui m'avait expliqué ça. C'était en 2012. C'était un entraîneur de Valenciennes, je crois. Peut-être Sanchez. Il avait essayé de m'expliquer que une charnière centrale en qui t'as pas confiance, c'est le cancer d'une équipe. C'est-à-dire que si ça te rattrape pas tout de suite, ça te rattrapera plus tard. Pourquoi? Parce que les mecs devant toi ont peur. Donc ils compactent, ils essayent un petit peu de faire de l'assistance, donc ils sont pas assez conquérants dans le. Ce que je veux dire, c'est que par domino, tu peux avoir beaucoup d'amélioration sur ces postes-là. C'est-à-dire que, par exemple, Laurent Blanc en 2012, je me souviens, ça avait été clair, c'est Rami et Mexès, c'était un poison lent en fait. On l'a pas vu tout de suite, mais ça avait fini par couler tout le monde. Parce qu'ils avaient pas confiance, parce qu'ils les sentaient fébriles, parce qu'ils faisaient pas ce qu'il fallait, parce que Rami avec le ballon c'est catastrophique, parce que donc c'est-à-dire que Ramos peut changer beaucoup de choses en fait. Pour aller dans son sens. C'est le cas pour Kimpembe. Bah non, Kimpembe leur fait peur. C'est un maillon faible. C'est un maillon faible. Il leur fait peur. En équipe de France, c'est pas ça. Il est sans doute. Alors peut-être il joue trop, peut-être il. Mais Kimpembe, c'est un bon. On les connaît ses qualités. Très bon stopper. Mais je pense que Ramos va beaucoup l'apporter justement dans cette confiance en jeu parce que effectivement ni Kimpembe ni Marquinhos ne montent. Non, c'est vrai. C'est un sujet. C'est vrai. Kimpembe ne monte jamais. Et là, c'est vrai que sur le but de Di Maria, tu vois Ramos au point de pénalty. Tu peux pas. Et c'est une action construite. C'est pas un coup de pied arrêté. C'est pas un coup de pied arrêté. C'est vrai. Donc ça, c'est hyper intéressant. La mauvaise nouvelle d'hier, puisqu'on est en mois de novembre, et au mois de novembre, c'est toujours la petite crise du Paris Saint-Germain qui sonne aux portes du Parc des Princes. Le Neymar s'est blessé hier, et c'est sérieux. Des lésions ligamentaires ont été détectées. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Le Brésilien sera absent entre 6 et 8 semaines. Il revenait pourtant assez bien. On a l'impression, c'est pas de sa faute évidemment, mais on a l'impression d'avoir le même débat tous les ans, de savoir s'il va jouer le 8e de finale, combien de temps il va rester blessé. C'est différent quand même. C'est-à-dire que les autres années, on avait l'impression qu'ils en rajoutaient toujours et qu'ils se blessaient parce qu'ils en rajoutaient. Contre Strasbourg, ils faisaient ses gris-gris alors qu'il n'y avait rien à jouer en Coupe de France. Là, c'est pas de chance. Donc, en fait, c'est l'accumulation qui fait, c'est toujours le même sujet. Là, on a moins le sentiment par rapport aux années qu'il en faisait trop. Et moi, je trouve ça vraiment dommageable cette année parce qu'il revenait bien. Je pense que d'un point de vue physique et athlétique, il avait besoin d'être sur une lancée. Qu'il y a un mois et demi, par exemple. Ouais, il avait besoin d'être sur une lancée, que ça lui coupe sa lancée. Donc c'est vraiment dommageable pour lui. Et Schneider. Moi, je sais pas, quand j'ai vu les images de la blessure, j'aime pas la manière dont ça s'est passé. J'ai eu l'impression qu'il avait de la maladresse ou qu'il manquait de sensibilité ou il y a quelque chose qui. Il y a un tac par derrière aussi, on parle pas, mais il y a un tac par derrière. Ouais, mais en fait, c'est lui qui retombe, en fait. C'est sa cheville qui retombe sur le mec, il est censé l'avoir. Il m'a semblé qu'il y avait quelque chose de pas, comment dire, comme s'il n'était pas tout à fait en alerte ou comme s'il était lourd ou comme s'il était moins coordonné que. Moi, c'est simple, hein, ça fait 4 mois que c'est un joueur qui ne dribble plus. Hein. Donc, si Neymar sans le dribble, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, souvenez-vous quand même en 2017 ce qu'on a vu arriver, les gars. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, 2017 déjà. Mais il diffusait un truc, ça t'arrêtait jamais. C'était 90 minutes, tu montais dans le manège. Là, très franchement, je vois son fantôme ou une évocation. En plus, il a changé en fait. Grégory, ça lui a été reproché aussi quand il est arrivé de venir provoquer tout le temps, de dribbler. Il a changé, énormément reproché. Aujourd'hui, c'est plus ce jour-là, peut-être parce qu'il peut plus. Contre Leipzig, alors c'était pas ça, mais il avait cette manière de redescendre, chercher le ballon pour essayer d'accélérer le jeu. Franchement, aujourd'hui encore au Paris Saint-Germain, quand il est pas là, et on en parlera tout à l'heure sans Verratti aussi, du coup, mais on a personne qui fait ce lien offensif. Tu balances devant en essayant qu'Mbappé aille la chercher. Quand il a le ballon dans les pieds, il fait ce qu'il veut avec un ballon. Mais moi, il y a une stat qui m'avait vraiment
interroger, c'est le nombre de fautes qui avaient été commises par l'Olympique de Marseille contre lui au Vélodrome lors du Classico il y a un mois. Ça peut pas arriver avec un mec. Il peut pas susciter. Parce qu'il provoque moins. Il a changé son jeu. jeu. Il provoque pas. C'est-à-dire que c'était une vague embrouille avec Rongier. C'était même pas mais une faute. C'est-à-dire que fut un temps, il en prenait 7-10 par match parce que c'était un danger permanent. Il les menace moins quand même. Alors après, Neymar sans le dribble, c'est-à-dire je sens qu'il a plus cet équilibre qui était un peu le truc, cette espèce de, il y a quelque chose qui a complètement disparu. Est-ce qu'il a été perturbé par l'arrivée de Messi? Mais ils ont tous été perturbés. Pochettino pas. le premier en fait. Ils ont tous été perturbés. Pochettino le premier, oui. Pochettino le premier, Di Maria, Mbappé, Neymar. Bien sûr qu'ils ont été. Peut-être Neymar un peu moins que les autres. Il avait joué avec lui, il avait appelé à son arrivée à. Mais ce qu'on est en train de dire sur son jeu, c'est sans doute effectivement lui physiquement, mentalement et techniquement qui est moins fort. Mais peut-être que quand il y a, c'est même pas peut-être, c'est quasi sûr. Quand il y a Messi sur le terrain, on voit bien que sa manière de jouer est différente. Ils essayent de se trouver. D'ailleurs, quand ils se trouvent, c'est exceptionnel quand même. Je sais plus, moi j'étais au Parc des Princes PSG Lyon, ça date un peu, mais sur 3 actions, les 3 se trouvent, c'est du top niveau. Ça arrive très peu. Et contre City, le but Messi et Mbappé, c'est magique. Donc bien sûr que ça joue sur Pochettino, que ça joue sur Di Maria qui cire le banc et qui là il est revenu contre Saint-Etienne, mais du coup c'est la blessure de Neymar, ça va lui permettre de retrouver une place. Bien sûr que l'arrivée du meilleur joueur de la planète dans une équipe, ça chamboule tout et tout le monde. C'est évident. C'est même pas là, c'est Di Maria le dit dans son interview qu'il a fait là, je crois que c'était sur RMC. Il langue de bois à fond son interview, Alex. Parce qu'il dit Messi est habitué à jouer avec le ballon. Il dit Messi est habitué à jouer avec le ballon au Barça, donc un jeu de possession. Alors qu'Mbappé a plus un jeu de contre-attaque. Et en fait, ça se ressent dans le jeu du PSG. C'est qu'on ne sait pas trop encore s'ils veulent jouer la possession ou la contre-attaque. C'est beaucoup moins clair. Et du coup, selon le joueur à qui ils font la passe, et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de volonté affirmée. Un dernier mot, Grégory. Pochettino a parlé dans le Guardian, parce que Pochettino, autant il dit rien en France, autant il parle dans le Guardian de temps en temps. Très intéressant ce qu'il a dit. C'est très intéressant ce qu'il a dit. Il a dit qu'en fait, les 3 habitaient pas sur la même planète. En fait, les 3 habitaient pas la même équipe. Il y a Mbappé qui a besoin de percussion et qui a besoin de partir de loin. Il y a Neymar qui a besoin de toucher le ballon tout le temps. Et il y a Messi qui a besoin d'un tempo lent. Donc en fait, c'est dur d'avoir. Mais donc ça veut dire que c'est impossible. Non, ça veut dire que c'est impossible. Il faut en même temps que la couleur soit verte, bleue et rouge vif. Mais Grégory, est-ce que c'est pas son taf à Pochettino de dire toi tu as telle caractéristique, toi tu as telle. On pense à son interview dans l'équipe. Vous parlez du Guardian, mais son interview dans l'équipe où il explique finalement lui il n'a pas à monter une équipe. On lui donne une équipe et il essaye de la faire gagner. C'est tout à fait différent. Voilà, il dit bien la faire gagner, il dit pas la faire bien jouer. C'est là la limite du pro. Il a pas raison. Enfin, il a raison parce que c'est sa réalité. Il en est là. Mais c'est la limite du projet parisien dont on a parlé lorsqu'ils ont viré Tuchel pour faire venir Pochettino. Finalement, on en est exactement au même stade. Le projet parisien du beau jeu, c'est un projet de journaliste. Non, de gagner. Ça a toujours été normal quand tu mets le projet, c'est de gagner. Benjamin, tu vas garder la parole. On va parler du grand absent. Une nouvelle fois hier soir, Marco Verratti. Une nouvelle fois absent. Ajoutons les plus critiques. Verratti, stop. Excuse-moi. Va faire ça sur ceux qui parlent de Verratti. Parmi ces critiques, Verratti n'a pas tout. Tu peux couper le micro de ce monsieur, s'il te plaît. C'est l'heure de la plaidoirie de Maître Benji. 120 secondes pour plaider. J'appelle le procureur général pour ses réquisitions finales. Dans Classico sur Radio J. Maître, à vous. Alors écoute maître, c'est un maître triste en fait parce que c'est un constat terrible. Marco Verratti, sans doute l'un des joueurs les plus talentueux de cette génération, des promesses non tenues, certaines tenues, oui. Là voilà, la victoire à l'Euro, il est au milieu de terrain avec Jorginho, il est extraordinaire. Au Paris Saint-Germain, on a eu certains matchs où il a été stratosphérique et où c'est le joueur qui fait toute la différence dans le jeu. Après, malheureusement, parce que encore une fois c'est triste, je crois qu'il faut que le Paris Saint-Germain tire les enseignements de ses absences. Je relevais une stat en préparant l'émission, c'est monsieur 50%, c'est terrible. Il a manqué 22 matchs sur les 50 l'année dernière, et là il en a déjà raté 7 sur 14 quand au moment où ce calcul avait été fait. Même plus, 8 sur aujourd'hui, j'ai regardé, et 26 sur 50. Mais d'ailleurs c'est 52 ou 54% depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Donc ça veut bien dire que il a raté trop de matchs clés. Aujourd'hui le Paris Saint-Germain veut gagner et c'est normal, et a les joueurs devant pour gagner. Mais si t'as pas Verratti ou si t'as pas quelqu'un à la place de Verratti pour être présent tout le temps et être présent dans les grands rendez-vous, tu ne peux pas y arriver. Et donc je crois, mais encore une fois, même si je suis très triste de dire ça parce que je crois que Verratti est l'un des joueurs les plus talentueux qu'on a eu au Paris Saint-Germain et de la génération, je crois qu'aujourd'hui il faut acter le fait
que ce joueur, je ne sais pas si c'est dû à son hygiène de vie, je ne sais pas à quoi c'est dû, est-ce qu'il est fragile ou quoi, il est trop absent. Et donc il faut, je crois, assumer le fait qu'on va s'en séparer, il faut s'en séparer, et de recruter quelqu'un à sa place qui est beaucoup plus sûr. Et alors ça, qui c'est ? Bah je sais pas. C'est Kanté. C'est alors Pogba. C'est peut-être pas sûr. J'en sais rien. C'est peut-être Aouar même. Je sais pas. Mais il faut réfléchir. Pas le même poste. Pogba il faut réfléchir. Est-il plus sûr que Marco Verratti ? Je ne sais pas. Mais il faut réfléchir. Pas à Verratti. Mais tu touches pas à Verratti. Il est pas là. Allez, on fait tourner la ça parole. sert à rien. Grégory Schneider et Alexis sur Verratti. Sur le constat, oui, mais je prendrais un petit peu à l'inverse. C'est-à-dire que c'est le Paris Saint-Germain qui a pas fait de Verratti ce qu'il devait faire de lui. C'est-à-dire qu'ils ont quand même la main sur lui depuis maintenant 7 ou 8 ans. Il arrive à 19 ans. Voilà, et en fait, c'est quelque chose qui traîne un petit peu. C'est l'image du Paris Saint-Germain, en exagérant à peine, comme un cimetière de joueurs. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain ne permet pas aux joueurs... Tu t'y enterres plus que tu n'y progresses. Regardez ce qu'ils ont fait de Neymar, regardez ce qu'ils ont fait de Kurzawa, regardez ce qu'ils ont fait de Rabiot. Non mais les deux dans la collés, c'est bizarre. À leur niveau respectif, on sait très bien. Mais on a l'impression. Est-ce que Thiago Silva a pas retrouvé quelque chose quand il a traversé la Manche ? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont incapables de non seulement maximiser, mais de développer un joueur dans un sens vertueux. Moi, j'ai un peu cette impression-là quand même. C'est-à-dire que il y a des contre-exemples aussi dans l'autre sens. Il y en a assez peu. Alors j'ai essayé d'en trouver. Je pense que Marquinhos, mais est-ce que Marquinhos n'aurait pas été bien dans n'importe quel... Mais finalement, il y a quand même beaucoup de joueurs Cavani aussi, qui a fait quand même... Cavani, il était déjà très haut à Naples. Voilà, il était très... Non, mais après, si t'es très fort, tu restes très fort. Mais j'ai quand même l'impression que c'est un club qui fait pas beaucoup de bien aux joueurs qui restent longtemps. Voilà, de manière... Voilà, c'est un petit peu l'impression que j'ai parfois. Alexis, en un mot, et on passe au dernier sujet. Non, moi, je pense qu'il faut garder Verratti. En revanche, je pense que dans le recrutement, il aurait fallu avoir un remplaçant Verratti. Et moi, il y a un joueur en Ligue 1 que j'aime beaucoup qui pourrait faire la paire pour l'an passé, c'est Renato Sanchez, qui est aussi souvent blessé. Ah oui, d'accord. Qui est en termes de technicité correspond. Écoute, on est bien avancé avec ça, tiens.